Bonjour, vous êtes chez YAM Paris 15, je suis Mathieu, le dirigeant de la concession, et aujourd'hui on va vous faire la prise en main du X-Max 125 ou 300. Avant de venir chercher votre véhicule, je vous rappelle que vous allez devoir nous envoyer votre attestation d'assurance, surtout bien anticiper ce point-là. Et je vous rappelle qu'on peut aussi vous assurer chez Yamaha Assurance. On va commencer donc avec la pochette de livraison qui va vous être remise et pour laquelle je vais vous faire la présentation. Donc, dans cette pochette, c'est une pochette qui est offerte, je précise. Vous avez un manuel et je vais vous faire le résumé dans cette vidéo. Alors, vous trouverez également donc un carnet de garantie ainsi que une pochette de carte grise dans laquelle vous mettrez donc le document que vous recevrez par recommandé. Donc la carte grise, on s'occupe de tout. Vous recevez chez vous un recommandé en général une semaine après. Et nous, en attendant, on vous donne un papier qui vous donne la possibilité de rouler pendant un mois. Le papier, donc, il y a dessus donc, un numéro d'immatriculation qui est définitif. Tous les numéros sont définitifs, c'est uniquement le papier qui est provisoire. Le X-Max 125 ou 300 est équipé d'une clé électronique. Ça veut dire que vous n'avez plus de clé mécanique à mettre dans le véhicule. C'est toujours une clé que vous gardez sur vous. Donc le fonctionnement, c'est le suivant. Cette clé, elle est tout le temps allumée par défaut. À partir du moment où vous utilisez le véhicule, elle restera toujours allumée. Simplement, si jamais vous n'utilisez pas la clé, le véhicule pendant une semaine, la clé se désactive toute seule. Elle s'éteint en fait. Et c'est quelque chose qui peut également arriver lorsque vous mettez la clé dans votre poche. Malencontreusement, vous pouvez appuyer sur le bouton qui permet de l'allumer et de l'éteindre. Et en fait, vous vous retrouvez avec une clé éteinte. Alors, le symptôme d'une clé éteinte, c'est que quand vous allez vouloir mettre le contact, il ne va rien se passer. C'est comme si vous n'avez pas la clé. Sur ce bouton, vous pouvez, en appuyant pendant 3 secondes, l'allumer ou l'éteindre. Donc là, par exemple, je l'éteins. Ça fait un bip long. Et quand je la rallume, toujours un appui de 3 secondes, clignotement rapide. Donc vous devez toujours vérifier que le clignotement est rapide pour que la clé soit allumée. Vous avez un code qui vous permettra de démarrer en cas de perte de la clé. Alors perte, ça peut être également une pile faible qui vous empêche de démarrer parce que vous n'avez pas respecté le délai de 2 ans. Donc il faut changer la pile tous les 2 ans. Sachant que quand la pile va commencer à être faible, elle va commencer à vous l'indiquer avant que ça tombe en panne. Donc si vous poussez le truc jusqu'au bout, vous allez vous retrouver à un moment donné avec le risque de ne pas pouvoir démarrer. Et là, dans ce cas-là, vous serez obligé d'utiliser le code de secours. Donc on va y venir juste après. Donc je rappelle, soit vous avez cette clé dans la poche, ou du moins à 1 mètre autour de l'espace que je vous montre ici. À partir de ce moment-là, le véhicule va reconnaître la clé et va pouvoir fonctionner. Soit vous composez un code qui va vous permettre de vous dépanner temporairement. Ce code, il permet également de commander des duplicata de clés ou des clés supplémentaires. Je précise qu'un appui bref sur la télécommande permet de géolocaliser le véhicule avec les clignotants. Donc quand j'appuie, vous voyez qu'en fait, il y a un bip plus les clignotements des clignotants qui me permet de repérer où est mon véhicule lorsqu'il y a, par exemple, plusieurs X-Max en stationnement, que vous avez un doute sur le modèle, pour vous diriger directement, vous appuyez. Donc le véhicule vous est fourni également avec 2 clés mécaniques, ainsi qu'un numéro qui permet de demander un duplicata. Alors cette clé mécanique n'a qu'une seule utilisation possible, c'est en cas de batterie faible, pouvoir ouvrir le coffre malgré tout. Parce qu'en fait, là, vous verrez qu'on peut ouvrir le coffre grâce au commutateur qui se trouve ici. Mais il y a un système de secours. Donc là, on vient sous le coffre, on enlève le petit capuchon qui se trouve ici, et on vient mettre la clé pour ouvrir le coffre. On va donc maintenant se concentrer sur le commutateur électronique. Donc à partir du moment où cette clé, je rappelle, est à peu près 1 mètre autour, on va pouvoir, en appuyant sur ce bouton, en fait déverrouiller le commutateur pendant quelques instants
Et vous pouvez savoir quand le commutateur est déverrouillé lorsque la clé est allumée. Donc là, j'appuie et vous voyez, vous comptez à peu près 5 secondes pendant lequel je vais pouvoir agir sur le commutateur. Il est déverrouillé. Donc je fais la démonstration. Admettons, je veux mettre le contact. J'appuie et je tourne pour me mettre sur la position on. OK. Il existe une position intermédiaire qui s'appelle open et qui permet en fait de déverrouiller les deux boutons qui se trouvent en dessous pour le coffre et pour la boîte à gants. Je précise que si jamais vous laissez le commutateur sur la position open et que vous vous en allez parce que vous avez oublié de mettre le contacteur sur off, par exemple, le véhicule va émettre un bruit. Donc là, c'est ce que je vais vous faire comme démonstration. Je vais juste m'éloigner un petit peu. Et là, vous entendez le véhicule qui bip, qui vous rappelle en fait que le système n'est pas déverrouillé. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous conseiller impérativement de ne jamais utiliser le bouton de coupure ici. Parce que si jamais vous coupez le moteur ici et que vous vous éloignez, malheureusement, le véhicule ne vous préviendra pas. Et c'est très important de ne pas laisser le contact allumé parce que sinon, le risque, c'est que n'importe qui vienne dans la rue et puisse démarrer le véhicule et partir avec. Pour ouvrir la trappe à essence, je déverrouille et je tourne le bouton sans le pousser à l'envers. Le carburant, donc, c'est du 95 ou du 98 ou du 95 E10. Celui qui est préconisé, c'est plutôt le E10 pour des histoires de coût. Et quand vous refermez le bouchon, vous veillez bien à ce que les flèches qui sont dessus soient alignées avec les roues. Donc je vous montre. Et surtout, ne jamais forcer. Voilà. Un petit tips intéressant également, c'est quand vous mettez le plein, de surtout, quand le pistolet claque, vous sortez le pistolet et vous continuez à remplir en général quasiment 2 litres. 1,5 litre. Et ça va vous permettre d'augmenter l'autonomie. Surtout, on ne force pas. D'une manière générale, ce commutateur fonctionne très bien. En revanche, on a eu quelques clients qui ont forcé dessus et qui ont mis le commutateur en panne. Donc, juste, on ne force jamais sur un commutateur. Je vais vous montrer la position Neumann que je déconseille formellement pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle n'apporte aucune sécurité et quand vous la mettez, vous pensez en avoir mis une. Et la deuxième raison, c'est que quand les voleurs volent ce genre de véhicule, ils le cassent. Et le fait de le détruire, c'est 3 secondes à casser, hein. C'est vraiment un coup de pied sur la direction et le système est hors service. Et la réparation, elle peut coûter 1 500 € à 2 000 €. Donc vraiment, très formellement déconseillé. Maintenant, je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on appuie sur le commutateur, on met le guidon sur la gauche et on va pouvoir tourner en fait. Donc, on va laisser le commutateur appuyé jusqu'à le mettre sur la position cadenas. Vous pouvez vérifier que le Neumann est bien mis si le guidon est bloqué de cette manière. Si vous ne mettez pas le Neumann, vous allez me dire, mais il faut quand même mettre une sécurité. Moi, je vous conseille évidemment de sécuriser votre véhicule. Donc la seule bonne solution, c'est de s'attacher à un point fixe. La réalité, en tout cas à Paris, c'est que c'est difficile parce que soit on se gare sur une place de voiture et du coup, il n'y a pas d'anneau d'attache. Alors dans ce cas-là, moi, ma seule recommandation, c'est de mettre un antivol avec une chaîne dans la roue, de sorte que quelqu'un d'autre puisse s'attacher également dedans, en fait. Comme ça, chacun est libre. Ok, j'avais fait une vidéo d'ailleurs qu'on va mettre en lien dessus pour expliquer ce concept qui sera sûrement pas trop suivi, mais bon, qui était une idée comme ça. Sinon, bien sûr, bon, si vous avez un poteau, vous accrochez bien au point fixe avec donc une chaîne et un U. D'ailleurs, on peut montrer. Donc, c'est chaîne lasso. Donc, ça, c'est ce qu'on va recommander de mettre autour du poteau. Vous serrez le poteau et puis, voilà,
le poteau, votre U dans votre roue. Voilà. Et ça permet d'avoir une longueur utile sympa, un antivol pas trop lourd et une excellente résistance, puisque là, c'est 1 minute 50 avec la disqueuse et 2 minutes 10 pour le U. La solution que je vais vous recommander de toute façon, que vous puissiez vous accrocher à un point fixe ou pas, ça va être d'ajouter un système espion. Donc c'est un système qui vous permettra d'être alerté via un appel téléphonique lorsque votre véhicule va bouger en votre absence. Votre véhicule bouge, ça vous appelle et ça se met à géolocaliser votre véhicule sur une application. Donc à distance, vous pouvez savoir ce qui se passe. Sachant que vous pouvez prendre l'option complémentaire qui va permettre d'avoir un service de détective qui va aller récupérer votre véhicule avec les forces de l'ordre. Bon, ça, je vous laisserai regarder sur le site tracker-espion.com. On va revenir sur notre X-Max. Je vais vous montrer ce qu'il y a sous le coffre. Et d'abord, je vous rappelle comment on ouvre le coffre. Je remonte. On déverrouille. On se met sur la position Open. Et on appuie sur Site. Dans le coffre, il y a une étiquette qui vous indique la pression des pneus. Donc 200, c'est 2 bars. Et 225, c'est 2 bars 3. Et il y a un sens à respecter pour positionner les casques. Il est indiqué donc casque avant, visière vers l'avant, casque arrière, visière vers l'arrière. Si vous suivez le schéma, vous ne pouvez pas vous tromper. Pour mettre l'antivol et éviter d'aller endommager le fond de coffre, vous mettez toujours l'antivol à l'avant et pas à l'arrière. Sinon, sur un freinage, vous avez l'antivol qui va venir détruire le coffre. La lumière de coffre est tout le temps allumée à partir du moment où le commutateur est sur la position Open. Cela signifie que tant que vous n'aurez pas remis le contacteur sur Off, en réalité, il y a une petite consommation. Dans des cas très rares, on a vu des clients vider leur batterie comme ça. Normalement, si vous êtes vigilant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, au moment où vous allez vous éloigner, comme vous êtes sur la position Open, le scooter va biper et vous devriez normalement venir corriger et venir couper le contact. Je vais vous présenter donc les fonctionnalités du compteur ainsi que les commandes du véhicule. Et là, on est sur un X-Max 125 ou 300 TechMax. Je précise bien TechMax parce qu'il y a une différence entre le X-Max normal et le X-Max TechMax. Le TechMax a un double affichage avec des fonctionnalités de navigation, donc un GPS intégré dans le compteur, la météo et la musique qui peut être gérée avec les commandes au guidon pour changer donc la musique dans votre casque Bluetooth. Tandis que le X-Max normal, lui, a uniquement les notifications au compteur, le niveau de batterie de votre téléphone qui s'affiche. Voilà, globalement, c'est à peu près de ce niveau-là. Et puis, quelques fonctionnalités supplémentaires qui sont dans l'application MyRide. Donc là, X-Max 125 TechMax. Pour allumer le véhicule, j'appuie sur le commutateur. Dans les 5 secondes, je mets sur la position On. Et là, on va voir donc le compteur qui s'affiche. Sur le TechMax, on est obligé d'appuyer sur ce petit bouton pour accepter le message. On arrive sur l'affichage courant et qu'on va pouvoir faire défiler avec le bouton qui se trouve ici. Et donc, on a la vitesse moyenne, la consommation moyenne. Là, on est sur les valeurs d'un 300 et le véhicule à 1200 km. Donc, on a la consommation instantanée et le nombre d'heures parcourues sur ces statistiques-là. Donc, on va pouvoir réinitialiser l'un de ces affichages en appuyant pendant 3 secondes sur ce bouton et ensuite en allant chercher celui qu'on veut remettre à 0 et en faisant un appui bref. Donc, par exemple, je veux remettre la vitesse moyenne à 0. Je fais appui bref sur le bouton qui se trouve ici. Il me propose de réinitialiser. Je vais sur OK. Et là, c'est bon, il est réinitialisé. Quand on va appuyer sur le bouton qui se trouve en dessous, on va avoir la possibilité de passer sur un deuxième écran qui est, lui, paramétrable. On va pouvoir décider si on met le régime moteur, la vitesse ou l'éco-conduite. Pour régler cela,
On va appuyer brièvement sur le bouton qui se trouve ici pour aller dans le menu. Dans le menu. Donc là, dans cette vidéo, on ne va pas s'occuper de la partie musique, météo et géolocalisation qui fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, on va pouvoir afficher donc le compteur et ici décider si c'est donc le contour qu'on avait mis, l'éco-conduite ou la vitesse. Pour ce qui est des notifications, donc là, on va devoir faire un appairage dont on va parler également dans une autre vidéo. Et on va regarder donc uniquement la partie paramètres. Donc vous avez la possibilité de déconnecter l'anti-patinage qui est par défaut actif en appuyant dessus. Et ensuite, à partir du moment où vous l'avez désélectionné, le bouton TCS va s'allumer. Et ça veut dire qu'il n'est pas actif. Et si toutefois vous n'aviez pas désactivé le système d'anti-patinage, alors si ce voyant est allumé, ça veut dire qu'il y aurait une anomalie sur le système anti-patinage. La partie connexion, donc là, ça va être pour pouvoir associer donc le véhicule à votre téléphone. On va pouvoir réinitialiser donc le kilométrage des trips, par exemple. Donc les trips, c'est ce que vous allez remettre à zéro en général lorsque vous faites votre plein d'essence, mais ça peut être également lorsque vous faites votre niveau d'huile. Et moi, je vous recommanderais plutôt de l'utiliser pour le niveau d'huile. Parce que la consommation d'un moteur thermique d'huile est normale, donc il est normal qu'un véhicule consomme un petit peu d'huile. Et sur un véhicule où il y a une capacité d'huile faible, bah, le niveau va avoir tendance à baisser plus rapidement. C'est pour ça qu'il faut impérativement penser à faire le niveau d'huile régulièrement et on va en reparler. Donc à chaque fois que le niveau d'huile est fait, moi je recommande réinitialiser et comme ça, on est bon. La réinitialisation de la maintenance, vous n'avez pas à y toucher, c'est le concessionnaire qui s'en occupe. Et pour ce qui est des infos du véhicule, on les a déjà vues. Ça permet juste de revenir sur la même chose. Dernière fonctionnalité que je vous explique, c'est la partie odo et trip. Donc on va pouvoir avoir la possibilité donc de réinitialiser également le trip par ce biais-là. Donc il y a plusieurs moyens en fait de réinitialiser les trips. Je vais passer maintenant au voyant qui se trouve au niveau du compteur. Donc lorsqu'on met le contact, on va avoir plein de voyants qui vont s'allumer. Tous les voyants vont s'allumer pour se tester. Donc il est important qu'ils s'allument et qu'ils s'éteignent. L'ABS, lui, s'éteindra quand le véhicule aura fait une dizaine de mètres. Et pour ça, il faut que les roues se synchronisent. Et à partir de ce moment-là, le voyant doit s'éteindre. S'il reste allumé, c'est qu'il y a une anomalie sur l'ABS. On montre les autres fonctions. L'OTCS, on en a parlé. Donc c'est le voyant d'anti-patinage. S'il s'allume, c'est qu'il y a une anomalie sur l'anti-patinage. Sur le voyant moteur orange, c'est un voyant d'anomalie des capteurs électroniques. Ça n'a en général rien à voir avec un moteur. C'est uniquement un problème sur un capteur électronique. Donc si ce voyant s'allume, ce n'est pas grave. Il faut vous rapprocher du concessionnaire et voir ce qui ne convient pas. Mais ça n'empêche pas de rouler. S'il y a une anomalie grave, le véhicule saura s'arrêter de lui-même. En revanche, le voyant rouge, c'est un voyant de surchauffe. Si ce voyant s'allume, vous devez arrêter de vous-même le véhicule. Le véhicule ne s'arrêtera pas tout seul. Vous devez arrêter le véhicule quand il est en surchauffe. Voyant rouge égale alerte. Voyant orange égale information. Le voyant de la clé qui se trouve ici indique soit lorsque vous appuyez pendant les 5 secondes pour déverrouiller le commutateur que vous pouvez donc déverrouiller le commutateur, soit si jamais il clignote lorsque vous roulez, que la pile de la clé commence à être faible. Donc on en a parlé au début de la vidéo. La pile a une autonomie de 2 ans. Vous devez, à mon avis, remplacer la pile tous les 2 ans sans chercher à savoir plus. Si toutefois vous oubliez de le faire, ça va vous le rappeler quand la pile va commencer à être faible. Vous pourrez encore rouler. Si vous ne vous en occupez pas, évidemment, vous risquez de vous retrouver en panne et là, être obligé de devoir composer le code
que d'ailleurs, je vous conseille d'enregistrer dans votre téléphone, le code de secours qui permet de démarrer donc le véhicule. Pour composer le code de secours, on a fait une autre vidéo, on vous met le lien en haut de l'écran. En ce qui concerne le carburant, donc, les rectangles indiquent proportionnellement ce qu'il y a dans le réservoir. Et lorsque le dernier rectangle se met à clignoter, vous aurez un trip fuel qui apparaîtra sur le compteur et qui vous indiquera que vous êtes en réserve. Vous avez entre 20 et 30 km en général d'autonomie sur la réserve. Au niveau des commandes, vous avez les clignotants, vous appuyez au milieu pour arrêter. Les feux sont allumés par défaut. Il est donc obligatoire de rouler en feu de croisement. Le feu de route est réservé lorsqu'il n'y a personne en face, je le rappelle quand même. Et puis vous avez l'appel de phare qui se trouve en bas. Ici, le warning. Et puis, donc le bouton pour démarrer. On en arrive à la phase où on va démarrer le véhicule. Enfin, vous allez me dire. Vous appuyez sur un frein gauche ou droit au choix, avec le bouton de démarreur qui se trouve ici, en ayant bien vérifié que votre béquille latérale soit remontée. Si j'essaye de démarrer, il ne se passe rien. Si je remonte la béquille latérale, là, le véhicule démarre. Je radote. Vous coupez bien le contact ici, pas ici. Je répète plusieurs fois pour être sûr que ça soit bien enregistré. Parce que là, tout ce que je vous explique, c'est pour vous éviter des problèmes. Quand vous allez démarrer le véhicule, vous allez toujours le laisser chauffer le temps de mettre vos casques, gants. Et ça, c'est vraiment important parce qu'une mécanique, ça a besoin de fonctionner à 80 degrés, entre 80 et 100 degrés en gros. Tant que la mécanique, le moteur, le bloc moteur n'a pas atteint cette température, vous devez impérativement exiger en fait une puissance du moteur modérée. Et en fait, plus le moteur est chaud, plus on va pouvoir lui tirer dedans. Alors évidemment, comme vous n'avez pas ici de jauge qui vous indique le niveau de température du moteur, eh bien, vous allez devoir faire attention et y aller progressivement. Donc la règle, en gros, c'est que vous allez faire chauffer le moteur, comme je vous l'explique, pendant que vous mettez vos casques et gants, et vous allez rouler pendant 2 à 5 minutes pour faire chauffer progressivement. Pourquoi je donne un espace aussi important entre 2 et 5 minutes? C'est parce qu'en été, quand vous allez partir de 40 degrés, ou en hiver, quand vous allez partir de -5 ou -10, évidemment, le temps pour le moteur pour atteindre ces 80 degrés va être plus long. Et c'est pour ça que 2 minutes, c'est vraiment, je dirais peut-être même 2-3 minutes, hein, en tout cas pour mettre en température, et ça peut aller jusqu'à 5-6 minutes en hiver. Très important donc d'y aller progressivement. Quand le moteur est complètement chaud, là, on peut y aller à fond, il n'y a aucun problème. En revanche, on va toujours garder une réserve de puissance pour préserver le moteur. Il faut savoir qu'un moteur va s'user peut-être 10 fois plus vite pour rouler seulement 10 km/h plus vite. Donc par exemple, sur un 125 typiquement, où on va avoir besoin de la puissance parce qu'il n'y en a pas énormément, rouler à 100 km/h plutôt qu'à 110, ce sera quand même vraiment préférable pour l'usure du moteur. Vous allez avoir une période de rodage. Le rodage, c'est progressif. Vous avez 20 à 30 km pendant lesquels les pneus et les freins n'ont pas l'adhérence et le freinage optimal. Pour ça, vous devez rouler vraiment très doucement. Ensuite, vous allez avoir l'échappement qui va sentir un peu le brûlé. C'est normal, c'est la peinture qui est sur l'échappement qui génère cette odeur pendant la première heure de fonctionnement. Après, vous le sentirez quasiment plus, voire plus du tout. Vous avez également le rodage du moteur. Donc le moteur, on va vous demander en gros de ne surtout pas dépasser la moitié de l'effort, la moitié de la course de la poignée de gaz en fait, pendant les 100 premiers kilomètres. À partir de 100 km, vous allez y aller progressivement. Donc on va demander un effort de plus en plus long et de plus en plus élevé. Donc on me demande souvent, mais quelle vitesse à quelle vitesse on peut rouler en rodage? Je ne suis pas capable de vous répondre sur une vitesse. Ce qui est important, c'est l'effort. L'effort va vous permettre peut-être de rouler à 80-90 pendant les 100 premiers kilomètres dans une pente
puisque vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'efforts. À l'inverse, si vous êtes dans une montée avec du vent, eh bien, peut-être que vous serez à 60 km/h. C'est tout à fait possible. Donc, c'est pour ça qu'on va éviter les voies rapides pendant les 100 premiers kilomètres sur les 125. Pour les 300, il n'y a aucun problème, vous pouvez rouler en toutes conditions, puisqu'il y a quand même de la puissance, même si on n'accélère pas à fond. On va considérer que le rodage, il va être terminé entre 700 et 1000 km. En fait, si vous avez été bien progressif et que vous avez commencé à lui demander de l'effort à fond à partir de 200-300 km, mais bref, et puis de manière de plus en plus longtemps en fait l'effort, on va considérer que vers 700 km, votre rodage sera terminé et vous pourrez prendre rendez-vous un petit peu en amont pour que la révision soit faite entre 700 et 1000-1100 km, parce qu'on tolère 10% de dépassement. Donc une révision des 1000, c'est que 100 km, donc faites attention. On vous invite même à prendre rendez-vous pour votre révision des 1000 dès lors que vous prenez possession du véhicule. Parce que la plupart du temps, vous savez à peu près ce que vous faites comme kilomètres tous les jours, et donc vous pouvez en déduire la date à laquelle on peut faire la révision des 1000. En ce qui concerne le X-Max 300, la maintenance, la première, donc 1000 km, comme tous les véhicules Yamaha, et la suivante, 5000, ensuite 10 000, 15 000. Donc la deuxième, vous avez remarqué que c'est 4000 km de plus, et ensuite tous les 5000, donc 5, 10, 15, et ainsi de suite. Il est très important de ne pas dépasser de 10%, donc l'intervalle kilométrique, pour qu'on puisse pas vous reprocher quoi que ce soit s'il y a toutefois un jour il y avait un défaut sur le moteur, puisqu'on pourrait sinon l'attribuer à un défaut d'entretien. Lors de l'entretien périodique dont je viens de vous parler, vous devez juste faire votre pression des pneus et votre niveau d'huile. Le fait de changer l'huile optimise également la durée de vie du moteur. Donc c'est recommandé pour l'entretien intermédiaire à 3000. À chaque fois que la révision sera à faire, vous aurez un voyant qui s'allumera au compteur et qui vous indiquera en général « oil ». Attention, « oil » ne veut pas dire qu'il manque de l'huile. Il n'y a pas d'information sur ce compteur qui vous indique s'il y a de l'huile ou pas. Le voyant oil vous indique uniquement s'il faut remplacer l'huile ou pas. Donc quand le voyant est allumé, votre révision est à faire. Il n'y a pas d'urgence à la seconde, vous pouvez rouler, néanmoins la révision doit être faite. Et nous, on réinitialise le voyant, ce qui fait que derrière, vous ne l'aurez plus. Enfin, vous l'aurez qu'à la prochaine échéance. Le voyant, lui, s'allume tous les 6000, pas tous les 3000. Nous, on vous recommande tous les 3000, mais ça, c'est à vous d'être vigilant sur ce point. Vous pouvez également déduire à peu près ce que vous faites comme kilomètres mensuels et estimer à peu près à quel moment vous mettez un rappel dans votre téléphone pour vérifier où vous en êtes du kilométrage afin de faire votre entretien des 3000 km. Pour vérifier le niveau d'huile de votre scooter, vous devez toujours être sur la béquille centrale sur un endroit plat et attendre que le moteur soit coupé depuis au moins 2 ou 3 minutes afin que l'huile qui s'est propagée dans le moteur soit redescendue dans le carter du bas et que le niveau monte et qu'il soit stable. Il est très important de vérifier donc le niveau d'huile tous les 1000 km et pour ça, vraiment, utilisez le trip du compteur. Mettez-vous des rappels dans votre téléphone, ce que vous voulez, mais vraiment faites votre niveau d'huile. Un petit conseil, ça peut être de faire votre niveau d'huile à chaque fois que vous faites votre pression des pneus. Alors du coup, vous allez la faire un peu plus souvent que nécessaire, mais il vaut mieux trop que pas assez. Puisque c'est la raison pour laquelle les clients arrivent à casser les moteurs de scooter ou de moto d'ailleurs, hein, peu importe. C'est toujours parce qu'il y a eu une consommation d'huile et que en fait, le moteur a roulé sans huile. Pour remettre de l'huile, donc vous pouvez mettre de la 10W40. Donc on vous déconseille évidemment d'acheter n'importe quelle marque. Mais tant que c'est une marque connue, on va dire que ça restera toujours valable. Nous, l'huile Yamaha vous est recommandée et proposée dans notre atelier. Donc à la révision des 1000, vous pourrez l'acheter. Elle ne coûte pas plus que ce que vous pourriez l'acheter ailleurs. Et au moins, vous êtes certain que c'est la qualité qui va bien. Pour remettre de l'huile, donc vous devez, sur le X-Max 300, dévisser ce bouchon. Avec un petit entonnoir, donc positionné ici, et puis verser. Ma recommandation, c'est de mettre 100 ml
Vous avez une graduation en fait sur le bidon. Vous mettez 100 millilitres, vous regardez et vous ajustez. Si vous en mettez un tout petit peu au-dessus du niveau, c'est pas grave. En revanche, si jamais vraiment il y en a trop, il faudra passer pour qu'on puisse aspirer l'excédent. Mais vous pouvez mettre un petit peu trop. On peut dépasser un petit peu au-dessus du hublot. La pression des pneus doit être contrôlée toutes les 2 semaines ou 500 km, ou tous les mois maximum ou 1000 km. Donc idéal de 2 semaines, 500 km. Avec une pression des pneus bien contrôlée, vous optimisez votre consommation de carburant, vous améliorez votre comportement routier. Dans les cas même extrêmes, avec des pneus très dégonflés, vous pouvez éviter l'accident. Et enfin, vous allez surtout beaucoup réduire l'usure des pneus. Si de l'eau passe derrière le joint qui se trouve ici, vous allez endommager les roulements qui se trouvent à l'intérieur et donc augmenter le coût de votre maintenance. On arrive à la fin de cette prise en main du X-Max et donc je vais vous donner 2-3 petits conseils pour nous joindre. Donc, si vous avez une urgence, téléphone. Si en revanche, vous avez besoin de prendre rendez-vous, de nous poser une question, formulaire de contact sur notre site internet. On ne peut pas décrocher toute la journée et être dérangé sans arrêt quand on travaille. Donc, s'il vous plaît, respectez ce point. Je vous rappelle que en achetant le véhicule chez nous, vous avez une permanence téléphonique qui vous permet de nous appeler tous les jours de 9 h à 21 h sur une ligne dédiée qu'on vous envoie par email lorsque, un petit peu avant que vous arriviez à la concession, vous aurez reçu un mail avec ce numéro de téléphone. Vous l'enregistrez bien. C'est un autre numéro qui vous permet de nous appeler 7 jours sur 7, de 9 h à 21 h si vous avez une difficulté pour qu'on essaie de vous aider à distance. Dernier point, vous allez recevoir une enquête de satisfaction dans quelques jours et je vous remercie d'avance pour le temps que vous consacrerez à y répondre. Je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente route. À bientôt.